Chers lecteurs, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Si vous ne connaissez pas le format, l'idée ici réside dans la présentation d'œuvres hétéroclites, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celle de Gilles Richard sur l'histoire des droites en France. Vous avez le choix entre une longue ou une courte présentation, et l'idée étant de vous laisser un maximum de temps dans votre journée, mais quand même de vous apporter du savoir et de la connaissance. De plus, je vous laisserai consulter le chapitrage de la vidéo pour choisir le passage qui vous convient le plus. Vous êtes bien sur le format une vidéo par jour pendant une semaine, mais cette présentation cette fois-ci en durera 3. Oui, c'est le petit nom que je lui ai donné, une vidéo par jour pendant une semaine. Sachez aussi que j'ai créé un blog avec des résumés synthèses qui sont à votre disposition en lien dans la description de la vidéo, permettant de ne pas avoir besoin d'alimenter YouTube. Voilà. Donc vous n'avez pas besoin de revenir sur YouTube à chaque fois. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous pousseront à lire et à consommer des œuvres pour qu'à votre tour vous puissiez avoir de réels arguments dans vos conversations de tous les jours. Je vous laisse donc avec la petite synthèse et vous souhaite une bonne écoute. Jour 16. Grand 1. Les deux objectifs du gouvernement Waldeck-Rousseau, puis du bloc des gauches d'Émile Combes, étaient de réviser le procès d'Alfred Dreyfus et d'endiguer la réaction. Ces quelques années donneront des conséquences sur l'histoire des droites et amèneront la loi 1901 qui constituera officiellement les partis politiques en France. Les prémices donnent donc la déstabilisation, la déstructuration du tissu social déjà bien atteint. Les droites échouèrent à fonder un grand parti unifié, tandis que les radicaux républicains et socialistes, la gauche républicaine, s'unifièrent sur la question de la participation ministérielle. Grand 2. Ce nouveau système est alors hostile à la droite, avec des effets qui se ressentiront jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les trois courants monarchistes, bonapartistes et boulangistes, tentèrent à plusieurs reprises de renverser le régime. L'auteur souhaite aborder la question par l'antisémitisme, indissociable de l'affaire dreyfusienne, par le prisme de Ziv Sternhell, dont l'histoire de son idéologie dépasse l'affaire Dreyfus. Ce sont bien les catholiques, anti-dreyfusiennes, qui fourniront le gros des troupes. Grand 3. Le mot antisémite passe couramment dans le folklore de l'époque comme étant, non aux prémices, mais sorti pour l'époque de derrière les fagots à la fin du XIXe siècle par l'allemand Wilhelm Marr, après la publication de La victoire du judaïsme sur le germanisme. Cela aboutira à la Ligue antisémite en 1879. L'auteur dira même à la page 110 que le juif devient la figure du capitalisme exploiteur, cosmopolite et corrupteur. Pour cela, il faut étudier l'œuvre d'Alphonse Toussenel, Les Juifs, rois de l'époque, histoire de la féodalité financière. Un livre que je vous encourage fortement à lire. 4. Grand 4. On apprend qu'une grande banque de la fin du XIXe siècle, tenue par Eugène Bontou, ancien employé de la banque Rothschild, eût été créée, comme l'était dit à l'époque, pour entamer les parts de marché des grands banquiers protestants et israélites. Intéressant. De plus qu'on apprend sa faillite en 1882. Concernant Albert Dreyfus, il apparaît, je cite, au bon moment, comme le coupable idéal, car il était juif et allemand, alsacien aussi, enfin, plutôt. On apprend plus tard dans l'œuvre que c'est bien Jules Guérin qui fondera en France la Ligue antisémite. Puis on apprend aussi que la Ligue antichrétienne, se disant être française des droits de l'homme, sera mise sur pied pour contrer les attaques faites aux juifs, suite à la Ligue antisémite. Grand 5. Mais les antisémites n'ont jamais fédéré l'antidreyfusisme. Avec le pape Léon XIII, s'organise face à lui, qui était enclin à la vie politique en France, une défense catholique sans concession. Le, je cite, Comité Justice-Égalité, fin de citation, fondé en 1895, et l'Union nationale fondée en 1893. L'autorité, qui manque cruellement aujourd'hui dans ce laxisme ambiant, était l'antidote au régime républicain, plus enclin à déstructurer le tissu social par la montée de mini-capitalistes en puissance. Ne le savant pas encore, ils vont le devenir au fur et à mesure, jouant sur les deux tableaux, et favorisant l'affairisme dans le chaos socialiste qui les alimentait. De plus, le judéo-maçonnisme était aussi vertement combattu par l'antisémitisme, et plein d'autres choses à découvrir dans cette présentation. Maintenant que nous avons vu le petit résumé, je vous laisse découvrir la grande synthèse.
L'affaire Dreyfus ou l'impossible naissance d'un parti républicain de droite libérale modéré. Comme Jules Méline avait besoin d'une large victoire aux élections législatives de mai 1898, des éléments externes empêchaient la progression de sa stratégie politique de progresser, notamment par l'anti-dreyfusisme que son gouvernement avait ménagé depuis l'automne 1897 et qui poursuivait son essor, accroissant le trouble chez un certain nombre de progressistes. Des magouilles politiques avaient été faites, in extremis, durant la campagne où il fallait donner au préfet des consignes défavorables aux candidats des droites. Et on vit pour la première fois en juin 1899 un socialiste du nom d'Alexandre Millerand devenir ministre, tandis que l'autre fraction restant derrière Jules Méline passait dans l'opposition. L'idée de l'époque était alors de renverser le procès d'Alfred Dreyfus et d'endiguer la, je cite, réaction. Ces, je cite, deux objectifs proviennent du gouvernement de Waldeck-Rousseau, puis du gouvernement du Bloc des Gauches conduit par Émile Combes. Ces quelques années ont eu des conséquences considérables sur l'histoire des droites. Ce fut en effet le moment où se constituaient officiellement les partis politiques en France dans le cadre de la loi 1901 sur les associations. Mais les droites échouèrent à fonder un grand parti unifié capable d'imposer leur hégémonie, tandis qu'au même moment, les radicaux étaient en train d'achever leur enracinement dans les campagnes. Puis les socialistes, un temps séparés par la question de la participation ministérielle, parvenaient enfin à s'unir. Le nouveau système partisan qui se dessine n'est alors pas favorable aux droites, et ses effets se feront ressentir dans la vie politique française jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Pour parler de l'antidreyfusisme, l'auteur souhaite aborder à la fin de la page 109 trois courants d'importance très inégales qui semblaient un temps se coaliser et qui, associés au reste des monarchistes, des bonapartistes et des boulangistes, tentèrent à deux reprises de renverser le régime par un coup d'État. Pour cela, nous parlerons des antisémites tenus, depuis les travaux de Ziv Sternel, pour les plus dangereux, par l'idéologie qu'ils élaborèrent dans l'histoire, dépasse de beaucoup le cadre de l'affaire Dreyfus. Puis des catholiques rétifs au ralliement qui fournirent les gros bataillons de l'anti-dreyfusisme. Et enfin, des nationalistes, qui furent sous la conduite de Paul Déroulède, sont les plus entreprenants contre le régime. Le mot antisémite passe couramment pour avoir été inventé par l'allemand Wilhelm Marr, qui, après la publication de la victoire du judaïsme sur le germanisme, fonda en 1879 une ligue antisémite. Et là, le livre de Pierre Jovanovic, se prénommant Adolf Hitler ou la vengeance de la planche à billets, pourrait donner des informations, je subodore, en relation avec l'auteur allemand précité. Et je vous encourage à le lire. Je vous en ferai peut-être une présentation sur la chaîne. Le début de la page 110 dans un grand paragraphe parle de l'anti-judaïsme chrétien avec, je trouve, une pointe de ressentiment non caché. Enfin, un peu plus bas, il dit que le juif devient la figure du capitaliste, exploiteur cosmopolite et corrupteur. Et je tiens aussi à le rappeler encore une fois, parce qu'il y a quand même pas mal de ressentiment par rapport à cette communauté, ce n'est pas toute la diaspora. Hein, et ça se passe pas actuellement, ça s'est passé bien avant. Peu importe, continuons. L'année 1847 donne naissance à un premier livre annonciateur de ce tournant, je cite « Les Juifs, rois de l'époque, histoire de la féodalité financière » d'Alphonse Toussenel, un disciple de Charles Fourier. Je ne connais pas. Ce livre est d'ailleurs disponible aussi chez Contre-Culture. Je leur fais pas de pub, c'est juste que j'ai cherché en même temps et je suis directement tombé sur eux. Voilà. Donc, personnellement, je pense me le prendre. Sous le prisme de la campagne antisémite, puisque je subodore l'auteur dans la page 111 et 110 par des événements qui lui sont liés avec son prisme, on peut par exemple revenir sur le krach de l'Union Générale en 1882, dont la banque fut fondée par Eugène Bontou, qu'elle a été créée pour entamer les positions des grands banquiers protestants et israélites, comme on disait alors, à l'époque. Intéressant, des grands banquiers protestants et israélites. C'est étrange de voir toujours cette collusion avec le protestantisme, quand même, qui s'est d'ailleurs transporté outre-Atlantique, chez les néoconservateurs, etc. Les investissements de ce banquier, qui je le rappelle, avaient été auparavant embauchés par la banque Rothschild, furent, dit-on, hasardeux, où l'on attribuera la faillite de l'Union Générale à ses concurrents responsables. En somme, à la fin de la page 111, l'auteur parle d'Albert Dreyfus, qui apparut au bon moment comme le coupable idéal. Car il était juif et allemand. Évidemment, à cette époque-là, c'était un peu étrange. En tout cas, on avait des soupçons et des doutes. Mais l'affaire Dreyfus y a quand même aussi beaucoup contribué. Enfin bon, on est en plein dedans.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, on soupçonnait souvent les Alsaciens réfugiés en France après 1871 d'être des espions à la solde du Reich. Alors, ce que je trouve un peu malhonnête, mais peut-être que cela est maladroit de la part de l'auteur, c'est qu'on ne remonte pas vraiment à la racine des événements. Alors oui, l'auteur parle à un moment donné d'un Allemand du nom de Wilhelm Marr qui écrira la victoire du judaïsme sur le germanisme et qui fonda en 1979 une ligue antisémite. Mais qu'est-ce qui explique que, par exemple, dans le livre d'Adolf Hitler ou La vengeance de la planche à billets, en fait, que les grands responsables du chaos économique durant la République de Weimar furent les actions des banques, où l'on verra même des comtesses faire la manche dans les rues. C'est quand même, c'est marqué dans le livre, je vous encourage à le lire, vous allez voir, c'est un truc de dingue, quoi. Les responsables de ces banques ne se prénommaient pas comme étant des juifs? Questionnement. N'y avait-il pas une certaine revanche à prendre sur les pays européens, puisque l'auteur le dit lui-même, il y a un anti-judaïsme à l'époque chrétienne? Question. Hein, si on suivait le même processus que si on était un policier en train d'enquêter, cette question-là pourrait être posée. Donc la question que je me pose, n'y a-t-il pas un antichristianisme de la part de certains juifs? Et si oui, à quelle obédience religieuse ces juifs appartiennent-ils? Donc là je vous ai mis un petit lien Je vais me mettre un petit lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller voir quelque chose que j'ai trouvé, notamment sur le Talmud, notamment lié à Jésus qui bout dans des excréments, etc. Bon bref, vous irez voir. Et est-ce que, sans le savoir, ils répètent peut-être béatement ce que leur clergé leur a inculqué? Alors, cette pensée-là n'est pas vraiment de moi, elle est plutôt héritée, elle est plutôt tirée de l'écoute que j'aurais pu avoir, par exemple, d'un certain Jean-Maxime Corneille, qui, je trouve, a eu des raisonnements très intéressants là-dessus. Donc je pose la question à mon tour. Il ne faut aussi pas oublier que la France est un pays avec une histoire chrétienne, bien plus longue que celle de la République, qui, pour ses principes de 89, et après avec la destitution, enfin avec la mort du roi, etc., enterre le baptême de Clovis, qui a fini par, plus tard, déstabiliser ce qui était autrefois plus ou moins stable. En fait, si vous voulez, c'est comme les banques aujourd'hui. Voilà, vous pouvez être, elles sont toutes pires, mais vous pouvez être dans la moins pire des pires. C'est pareil, en tout cas, selon mon expérience et selon ce que j'ai lu, ce qui se passait avec les monarchies, etc. à l'époque, c'était la moins pire des choses à pouvoir vivre pour les peuples, en tout cas. Après, c'est sûr que, au niveau de, entre guillemets, l'émancipation personnelle, on est dans une époque plus agréable, si on pense les choses de cette façon. Voilà. Mais si on pense les choses de manière, on va dire, plus traditionnelle et plus familiale, c'est pas terrible, on souffre plus, je pense. Enfin bref, continuons l'œuvre. Le reste de la page 112, dans son très grand paragraphe, parle de Jules Guérin, comme un homme d'affaires prévaricateur, manipulateur, qui vont fonder la Ligue antisémite de France, ou encore de ce qu'a permis Édouard Drummond à Jules Guérin jusqu'en 1905. La page 113 parle de la destitution d'Édouard Drummond, alors en poste à Alger. Mais elle parle aussi des troubles qu'il y a eu en France peu avant 1898, avec les actions contre les Juifs qui se multiplient dans de nombreuses villes à leur encontre. Et c'est dans cette tension que les partisans de la Révision en février mirent sur pied la Ligue française des droits de l'homme, en contre-attaquant avec des articles, des livres, etc. Alors, je fais juste une incise qui n'était pas prévue, mais je crois que le révérend Joseph, dans une des vidéos que j'ai partagées, parle d'un homme qui aurait écrit je crois que c'est un juif, qui aurait écrit des livres sur l'histoire de France. Alors, je ne sais plus si c'est à partir de la fin du 19e, ou si c'est au début du 20e, mais peut-être que ça a un lien. Il faudrait aller voir. On vit aussi... alors attendez, l'auteur dit au milieu de la page... oui voilà, ça. Alors l'auteur dit au milieu de la page 114 que ni Édouard Drummond ni Jules Guérin n'avaient l'envergure d'un chef de parti et que les antisémites ne fédérèrent jamais l'antidreyfusisme. On vit aussi, comme en 1893, le pape Léon XIII qui s'engage directement dans la préparation des élections législatives de 1898, c'est-à-dire bien plus tard. Mais cela a été mal vu et il existait d'ailleurs deux organisations favorables à la défense catholique sans concession. Le Comité Justice-Égalité, qui a été créé en 1895, et l'Union nationale, fondée dès 1893. Pour eux, l'autorité était une sorte d'antidote au régime républicain. Vous entendez bien, l'autorité, c'était une sorte d'antidote au régime républicain. L'autorité naturelle, l'autorité du père, etc. Ils combattaient aussi le judéo-maçonnisme via l'antisémitisme, qui n'était toujours pas premier dans leur programme, mais plutôt jugé comme un outil pour cela. D'ailleurs, l'année suivante, après 1884, les assomptionnistes avaient fondé la revue mensuelle des doctrines et faits maçonniques, où Monseigneur Armand Joseph Fava
avait dénoncé la collusion entre juifs et francs-maçons. À creuser, hein, à mon avis, c'est pas bête de le penser. Hein. Voilà. Le reste de la page 116 parle des nationalistes qui restèrent peu actifs, mais cela s'engage avec Paul Déroulède lorsque Hubert Henry se suicidera fin août 1898. D'ailleurs, l'un des buts de Paul Déroulède était de réviser la Constitution pour permettre l'élection d'un président au suffrage universel, nommé aussi le plébiscite républicain. Il dira d'ailleurs qu'il fallait d'abord secourir l'État en déclin plutôt que la patrie. Après la mort de Félix Faure, dans les bras de sa maîtresse le 16 février 1899, Paul Déroulède s'activa pour organiser en quelques jours un coup d'État où la cérémonie des obsèques nationales mettrait alors le peuple et l'armée dans les rues. Mais l'auteur dira que ceci était peut-être un petit peu surjoué. Voilà, vous pouvez retrouver le résumé synthèse en lien dans la description de la vidéo, et quant à moi je vous dis à ce soir, enfin à demain ou à une prochaine sur la chaîne Mes Lectures. Et surtout, n'oubliez pas de lire.